Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de vous faire passer ce petit message par l'intermédiaire d'une vidéo. Hem, alors oui, c'est un moyen de communication, assez peu commode, mais je vais essayer de le faire comme si, j'étais, parmi vous. Alors peut-être on pourrait commencer en rappelant que les circonstances, actuelles, nous ont provoqué un très grand débat sur la nécessité d'une bifurcation écologique, hein, une bifurcation écologique qui serait rendue nécessaire par cette crise, sanitaire, économique et au bout du compte écologique, hein, parce qu'on voit très bien, l'importance des liens jusque-là restés assez secrets, entre la façon dont on extrait des ressources, des milieux, hein, en l'occurrence des ressources agricoles, hein, je parle du virus, la façon dont ces ressources circulent par les voies du commerce international et la façon dont elles embarquent avec elles, eh bien, un petit peu plus que des marchandises, hein, puisque précisément le virus a suivi les canaux d'irrigation de l'économie globale, pour venir lui imposer un coup de frein, assez spectaculaire, un coup de frein d'ailleurs qui est loin d'être, de terminé, qui ne fait peut-être que commencer. Alors bon, je ne vais pas me livrer à l'exercice de tirer les conclusions définitives de cette expérience, historique-là, parce que c'est trop tôt. Mais peut-être, est-il possible de noter déjà que, c'est une expérience d'accélération du temps. On voit comment en fait, le temps viral a pris à défaut, le temps politique, le temps de la décision, le confinement du printemps dernier a été, l'expression la plus spectaculaire de cette prise à défaut du temps politique, hein, du temps de la décision par le temps viral. Parce que finalement, il a fallu gagner du temps contre le virus pour sauvegarder l'infrastructure de soins, alors qu'en réalité, il est tout à fait possible de contenir ce virus autrement, par des mesures qui sont plus adaptées à sa vitesse propre. Une autre chose que nous avons apprise, je crois, et qui, elle, est importante, comme cette expérience d'accélération du temps, pour les considérations écologiques plus générales, c'est le fait qu'au fond, la haute technologie, l'innovation, ne peuvent pas grand-chose pour nous, hein. Ce qu'il est nécessaire pour contenir le virus, tester, tracer, isoler, eh bien, au fond, c'est très low-tech. Ça demande effectivement du réactif, du personnel, mais on pourrait dire que ça demande surtout du réactif, politique, c'est-à-dire, des chaînes de décision, bien huilées, qui permettent en fait de resserrer les liens de la solidarité sanitaire et c'est ça, je pense, qui nous a fait, cruellement défaut, car ces moyens de mobilisation, de l'organisation des affaires publiques ont été, en fait, assez largement, amoindris, par, les modes de gouvernance orientés par la compétitivité, économique. Donc c'est ça, je pense, qui nous fait défaut et ça aussi, il faudra s'en souvenir, hein, de même que, la prise en considération de l'accélération des choses, il faudra aussi s'en souvenir. Donc nous avons été exposés à une expérience de transition rapide. On peut en tirer, des leçons, hein, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts à affronter, ce type de nécessité et nous ne l'avons pas été, nous ne le sommes pas au niveau sanitaire et je crois que nous ne le sommes pas et peut-être même encore moins, au niveau, d'une transition rapide qui concernerait et c'est là que nous rejoignons notre sujet, l'énergie et le climat. Alors évidemment, pour mieux comprendre ces choses, il faut, regarder un petit peu derrière nous dans le passé. Heu, Moi je pense, c'est, dans cette direction que mes travaux, que mes recherches m'ont poussé. Je pense que la 1re chose à rappeler, si on se tourne un petit peu vers le passé des relations entre, en fait, les politiques modernes et les régimes énergétiques, c'est la transition entre 2 formes d'usage de l'énergie, hein. D'abord, une énergie qui était massivement, en fait, incorporée, dans l'effort musculaire des travailleurs humains, mais aussi des animaux, hein. Il ne faut pas oublier, les chevaux, les bœufs. Donc on est passé de ce mode-là, d'une énergie essentiellement incorporée, dans l'effort musculaire et marginalement, en fait, dans le bois, dans les moulins, à une énergie, on peut dire, réifiée, comme on dit parfois en philosophie, ou autonomisée, c'est-à-dire des ressources qui n'avaient aucune autre réalité fonctionnelle que le fait d'être des énergies. Donc c'est évidemment d'abord le charbon,
puis le pétrole, le gaz et d'une certaine manière, l'atome. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, bon, évidemment, on connaissait l'existence du charbon auparavant, mais comme nous n'avions pas de convertisseur efficace pour l'énergie de ce charbon, bon, il servait essentiellement à s'éclairer, à faire cuire quelques aliments, mais pas beaucoup plus. Et le développement des convertisseurs efficaces, donc essentiellement de la machine à vapeur, hein, progressivement entre la fin du 18e et le milieu du 19e, a fait du charbon quelque chose qui était conceptualisé et traité comme une ressource, c'est-à-dire comme un stock qui a une valeur de marché, qui suit des canaux d'échange commercial et qui est donc totalement déconnecté, c'est pour ça que je disais autonomisé ou réifié, totalement déconnecté des rapports sociaux qui existent quand en fait l'énergie c'est celle d'un travailleur ou d'un animal qu'il faut faire se reproduire, qu'il faut faire grandir, qu'il faut éduquer quand c'est le cas d'un travailleur, etc., etc. Le passage à cette civilisation du charbon, à cette civilisation des énergies fossiles, en fait, a plusieurs conséquences. Les 2 principales, je pense, en tout cas, on peut dire rétrospectivement, du point de vue de nous au début du 21e siècle, c'est d'abord le fait que, l'accès à ces énergies très concentrées, permet d'accéder à ce qu'on appelait et ce qu'on continue à appeler des économies spatiales. C'est-à-dire, une telle quantité de charbon et telle quantité de pétrole se substituent à d'immenses surfaces de forêts potentielles, hein, donc des forêts que l'on n'a pas à couper et à brûler, pour en utiliser le bois. Autrement dit, on pourrait dire en faisant une réflexion un petit peu, virtuelle, tout ce charbon, puis tout ce pétrole auquel nous avons accédé, constitue une extension extraordinaire de l'espace productif disponible. Hein, c'est-à-dire, c'est ce que certains historiens appellent la forêt souterraine et d'autres appellent les espaces fantômes. C'est-à-dire l'espace fantôme ou les hectares fantômes, c'est-à-dire le surcroît d'espace qui aurait été nécessaire si nous avions dû extraire cette énergie, en fait, de la bioénergie, hein, donc du bois, du sol, de la capacité de la végétation à absorber, l'énergie solaire. Donc en recourant à de l'énergie fossilisée, nous accédons à d'immenses économies spatiales et ce sont ces économies spatiales qui sont en train, on pourrait dire, de nous retomber sur le nez, parce que le changement climatique, ça n'est rien d'autre que, en fait, la saturation de la capacité de l'atmosphère à absorber les déchets de la combustion des énergies fossiles. Autrement dit, le fait que ces économies spatiales, ces hectares fantômes, étaient précisément tout à fait virtuels. Parce qu'il y a une autre réalité que les promoteurs des énergies fossiles au 19e et au 20e, d'abord ne connaissaient pas, puis ont connu sans vouloir l'admettre, c'est que ces gains de productivité et ces gains, spatiaux, n'ont qu'une réalité temporaire puisque, précisément l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère finit non pas par étendre, notre capacité d'action, mais par nous étouffer dans une atmosphère qui est en train de se transformer en une immense, cocotte minute. Et puis l'autre caractéristique de l'accès à des énergies extrêmement concentrées, et bien c'est leur relation, aux luttes sociales. C'est-à-dire que, les grands mouvements sociaux, qui sont le fondement du développement du droit social, qui sont le fondement du développement d'un État, de partage, d'un État redistributif, d'une, mesure dans le temps de travail, dans la santé au travail, dans les retraites évidemment. Tout ça est évidemment, impensable sans, ce régime énergétique-là, car ce régime énergétique implique le développement d'une classe ouvrière, notamment des mineurs, des cheminots, c'est-à-dire d'une partie conséquente de la population qui est directement impliquée, dans la mise en valeur, dans la mise en œuvre, de ces énergies, dans des grandes infrastructures techniques. Donc, la forme même des luttes sociales, qui a abouti à l'émergence on peut dire du compromis démocratique, hein, entre le régime capitaliste et un certain niveau, de prédistribution ou de redistribution, c'est quelque chose qui est totalement indissociable, de l'histoire des énergies concentrées et en particulier des énergies fossiles. Donc nous nous retrouvons, je m'aperçois que ça fait déjà un petit moment que je parle, nous nous retrouvons avec, 2 héritages. L'héritage dont nous sommes en train de voir la fin, qui est l'héritage en fait de la on peut dire de la, de la
la consommation ou la consommation, des espaces et des territoires et puis l'héritage, d'un rapport de force sociale qui, sans être totalement à l'avantage, des classes populaires évidemment, a été, disons, a rendu possible un certain, niveau d'arbitrage démocratique de l'économie politique capitaliste. Ces 2 héritages-là, évidemment, sont aujourd'hui, probablement, au terme de leur histoire, hein, les luttes sociales sont massivement entravées, pour des raisons que du coup je ne détaille pas, ce serait trop long, mais en partie du fait du changement tout simplement de mode de production, et puis je l'ai déjà dit, hein, l'abondance territoriale est en train de faire défaut. Donc en face de ces problèmes-là, il y a évidemment la contradiction massive que j'ai essayé de développer donc dans mon livre «Abondance et liberté», qui est comment, en fait freiner, le régime, de consommation d'énergie globale, tout en maintenant l'aspiration à l'autonomie politique, à la démocratie, à l'égalité, à la liberté. Dans un contexte où de plus en plus, la liberté est assimilée à un haut niveau de consommation d'énergie, il n'y a qu'à voir ces derniers jours, à quel point les tenants, on peut dire, de l'orthodoxie économique et politique se crispent sur l'idée, qu'il soit, nécessaire, en fait, de mettre en débat des innovations technologiques qui sont très énergivores, au nom de la préservation de la liberté. Donc une assimilation de la liberté à la liberté de consommer. Et puis de l'autre côté, la question qui peut-être vous occupe un petit peu plus, vous, ici, c'est la question de la renégociation du lien entre les territoires et la question énergétique. C'est-à-dire qu'à l'échelle globale comme à l'échelle locale, des arbitrages vont devoir être faits entre l'usage des terres pour les cultures, pour l'habitat, pour la préservation des espaces sauvages et pour, en fait, le déploiement d'infrastructures énergétiques qui consomment beaucoup plus d'espace, que sont, l'éolien et le solaire notamment. Autrement dit, le déploiement d'infrastructures énergétiques en rupture avec les capacités immenses de concentration énergétique des énergies fossiles, mais aussi du nucléaire, qui implique que, désormais, si l'on veut maintenir un régime énergétique élevé, et même un régime énergétique qui fait énormément d'économies, eh bien, nous sommes obligés de mordre à nouveau beaucoup plus sur l'espace, beaucoup plus sur les territoires, de rendre visible, en fait, le coût spatial de notre régime économique, en faisant apparaître donc, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des espaces de production de chaleur, hem, hem, donc il y a là, en fait, la fin des économies spatiales rendues possibles par les énergies fossiles, change totalement la donne en ce qui concerne les rapports entre le territoire et l'énergie. Et avec ça, si on tire ce fil, on s'aperçoit qu'il en va de questions, de souveraineté nationale, de délégation des responsabilités de l'État aux collectivités locales, mais aussi des rapports entre les grandes villes qui sont par définition des grandes consommatrices d'énergie, enfin, c'est-à-dire qu'elles en consomment nécessairement beaucoup plus qu'elles n'en produisent, et les périphéries, rurales qui, elles, peuvent être, eh bien, des territoires potentiellement à énergie positive, mais elles le sont parce qu'elles ont besoin de transférer ces potentielles énergies positives à ces gigantesques, aspirateurs à énergie que sont les métropoles. Donc là, il y a aussi la renégociation d'un lien. Donc je m'arrête là, c'est le message que je voulais vous faire passer, en regardant un petit peu, en fait, ce dont on hérite historiquement et surtout en mettant en lumière le caractère absolument, comment dire? Absolument historiquement absolument inouï, des possibilités offertes par les énergies fossiles, par les énergies très concentrées et donc du caractère absolument inouï en lequel consiste la transition qui consiste à se défaire, en fait, de cette opportunité qui était aussi une prison. Eh bien, si on tire ce fil, c'est en ce qui vient avec, c'est toute notre conception politique, des responsabilités de l'État à l'égard de son propre territoire, à l'égard des en fait, des différences entre les différents territoires qu'il compose, urbains, ruraux, plutôt consommateurs, plutôt producteurs, avec les représentants politiques qui occupent ces différents espaces. Donc c'est une manière aussi de dire que ces enjeux-là, comment dire? Hem,
implique un bouleversement majeur, dans, les responsabilités politiques, que nous avons en tant que citoyens et que les acteurs locaux, élus ou non, ont aussi. Donc je m'arrête sur ce point de en fait, d'appel à la responsabilité et d'appel à une renégociation de ces responsabilités et je vous souhaite une bonne, fin de séjour, de discussion et d'échange. Voilà, au revoir.